Bonjour à tous, c'est Crick. Aujourd'hui, lecture du plan Odette de Yinon, partie 3, c'est-à-dire la fin tout simplement du plan que je suis en train de lire. Nous en étions restés la dernière fois au point 23, nous passons au point 24. L'ensemble de la péninsule arabique est un candidat naturel pour la dissolution en raison de pressions internes et externes, et la question est inévitable, surtout en Arabie Saoudite, indépendamment de savoir si sa puissance économique fondée sur le pétrole reste intacte ou si elle est diminuée à long terme. Les déchirements internes et les ruptures sont une conséquence naturelle et évidente compte tenu de la structure politique actuelle. La Jordanie constitue une cible stratégique immédiate à court terme, mais non à long terme, car elle ne constitue pas une menace réelle à long terme après sa dissolution, la fin du long règne du roi Hussein et le transfert du pouvoir aux Palestiniens à court terme. Voilà, alors quand on parle d'Israël, il faut savoir que vous savez, en Israël, Israël ne reconnaît pas tout simplement la bande de Gaza, ils reconnaissent une certaine indépendance à la Cisjordanie, hein, c'est parce que l'autorité palestinienne est, on va dire, divisée en deux pôles, la bande de Gaza et la Cisjordanie. La Cisjordanie étant à l'ouest du Jourdain. Et de l'autre côté de la rive du Jourdain, sur la rive est, vous avez la Jordanie. La Jordanie est un État souverain, la Cisjordanie est une espèce d'État croupion réservé à l'autorité palestinienne, et les Israéliens lui reconnaissent une espèce de statut bizarre et hybride. Mais les Israéliens, par contre, ne reconnaissent pas la bande de Gaza, même si, en fait, de fait, elle existe. Voilà. Et l'idée, donc, des Israéliens, c'est de prendre les Palestiniens de la bande de Gaza pour les mettre non pas en Cisjordanie, mais de l'autre côté du Jourdain, en Jordanie, et également de vider la Cisjordanie pour la mettre en Jordanie. Voilà, vous voyez, enfin, passer tous les musulmans et tous les Arabes de l'autre côté du Jourdain en Jordanie. Voilà, ce sera leur terre promise et nous gardons la nôtre. Donc ce serait une solution, si vous voulez, à un État mono-confessionnel réservé aux Juifs, et même les Arabes qui ont la nationalité israélienne se verraient priés de dégager en Jordanie. Donc ça c'est le plan, si vous voulez, Oded Yinon. C'est ce qu'on va voir sur la suite des points. Ça ne veut pas dire que tous les Juifs pensent comme ça ne veut pas dire que tous les Israéliens pensent comme ça, mais c'est quand même la politique souhaitée par les gens qui dirigent Israël. C'est plus ou moins occulté parce que c'est difficilement avouable, même si au final à peu près tout le monde est au courant. Donc je vais continuer la lecture, mais avant je voulais dire aussi que je reviendrai sur la politique d'annexion des territoires palestiniens par Israël, et notamment au fait qu'en fait Israël n'a cessé d'arrondir son précaré et ses territoires, notamment par la conquête militaire, et que suite à la guerre des 6 jours, Israël avait grandement agrandi son territoire avant de le restreindre sous la pression internationale, mais que Israël a toujours su grignoter en fait des portions de territoire des gens qui lui sont hostiles, on va dire. Et qu'il n'y a aucune solution de paix possible tant qu'en fait Israël ne rendra pas les territoires qu'il a volés, parce qu'on ne peut pas dire autrement. C'est une violation tout simplement du droit international avec les gens qui ferment les yeux, les pays occidentaux qui ferment les yeux là-dessus. Mais c'est une violation du droit international purement et simplement, et qu'en fait on ne négocie pas avec des gens qui font un fric-frac chez leurs voisins et qui volent les territoires. Voilà ce qu'il faut dire. Nonobstant la bêtise arabe et le fait qu'il soit divisé et qu'il se laisse complètement circonvenir par Israël. Je voulais aussi rajouter qu'Israël avait des grands problèmes, vous savez, de démographie. Ils sont obligés de faire venir tout simplement des juifs de partout dans le monde. Et les problèmes démographiques actuellement ne sont toujours pas réglés. Et en Israël, vous avez une forte population arabe, et les juifs, tôt ou tard, ne peuvent ne peuvent que perdre en fait cette guerre contre le monde arabe et le monde musulman. On va le dire comme ça, parce qu'ils sont pas globalement en guerre, mais les autorités qui dirigent Israël sont effectivement en guerre contre les musulmans et contre les peuples arabes, qu'ils essaient de diviser.
en essayant d'être la minorité au-dessus de tout ça. Mais à un moment, ce château de cartes ne peut que se casser la figure. Mais je voulais aussi également dire en fait aux Arabes qui pensent se venger des Israéliens qu'en fait ils n'arriveront jamais à se venger des Israéliens, parce que ce sera un conflit, ça va être un conflit permanent où il n'y aura que des morts, et j'ai envie de dire que les combats cesseront faute de combattants. C'est-à-dire qu'il y aura vraiment, il y aura aucun gagnant là-dedans, que ce soit les Juifs, les Israéliens, les sionistes, les passionistes, les Arabes musulmans, non musulmans, personne peut gagner ça. Simplement, c'est de la folie. C'est de la folie. Et bon, l'histoire de l'État monoconfessionnel israélien, en fait, de ce point de vue-là, c'est assez intelligent, mais le fait d'avoir commencé par voler les territoires des gens, de toute manière, c'est très très mal parti, c'est très mal engagé, hein, je veux dire. Je crois que à peu près tout le monde est d'accord là-dessus. Et les gens disent oui, mais on peut pas revenir là-dessus. Ben, malheureusement, tant qu'on reviendra pas là-dessus et qu'on mettra pas les pendules 100% à l'heure, rien ne marchera. Et les États occidentaux ont joué un grand rôle dans cette déstabilisation du Proche-Orient et déstabilisation du monde arabe. Bon, tout ça, ça va retomber sur le coin de la figure des Occidentaux, hein. Et quand on parle des Occidentaux, on parle des élites dites occidentales qui, en fait, sont, on va bel et bien le dire, dans les mains d'une petite minorité médiatique et financière. Et qu'en fait, il faut rendre justice, mais faut pas se venger, si vous voulez. Or, aujourd'hui, les gens ne savent pas faire autrement que se venger. La fameuse loi du talion. Donc, point 25. La Jordanie constitue une cible stratégique immédiate à court terme, mais non à long terme, car elle ne constitue pas une menace réelle à long terme après sa dissolution. La fin du long règne du roi Hussein et le transfert du pouvoir aux Palestiniens à court terme. Point 26. Il n'y a aucune chance que la Jordanie continue d'exister dans sa structure actuelle pendant longtemps encore, et la politique d'Israël, à la fois dans la guerre et dans la paix, devrait être dirigée vers la liquidation de la Jordanie sous sa présente forme et le transfert du pouvoir à la majorité palestinienne, c'est-à-dire tout simplement faire en sorte qu'il y ait une très forte minorité palestinienne en Jordanie. Et en fait, il faudrait adjoindre à cette minorité palestinienne jordanienne tout simplement les Palestiniens de la bande de Gaza et les Palestiniens de Cisjordanie, c'est-à-dire de l'autre côté du Jourdain, qui sont dans l'État d'Israël, enfin, dans l'État d'Israël sans en être, parce que c'est une espèce d'autorité indépendante, hein. Donc il faudrait mettre tous ces Arabes israéliens, tous ces Palestiniens de la bande de Gaza et tous ces Palestiniens de la Cisjordanie en Jordanie et leur donner en fait la majorité sur le reste de la population jordanienne. Voilà, pour permettre à Israël tout simplement d'annexer la bande de Gaza et d'annexer la Cisjordanie. Le changement de régime donc à l'est du fleuve, ce qu'on appelle la Transjordanie, entraînera également la fin du problème des territoires densément peuplés d'Arabes à l'ouest du Jourdain, donc ce qu'on appelle la Cisjordanie, que ce soit par la guerre ou dans des conditions de paix. Le gel de l'immigration de ces territoires, de leur démographie et de leur économie sont les garanties du changement à venir sur les deux rives du fleuve, donc du fleuve Jourdain, et nous devons être actifs afin d'accélérer ce processus dans un proche avenir. Parce qu'Israël ne peut pas lutter face à la démographie arabe. Le plan d'autonomie doit aussi être rejeté, ainsi que tout compromis ou division des territoires, c'est-à-dire qu'en fait il faut revenir sous cette reconnaissance implicite de la bande de Gaza ou de la Cisjordanie, et tout ça qui vient du compromis des plans de l'OLP, donc de l'Organisation de libération de la Palestine, et des Arabes israéliens eux-mêmes, et du plan Chef Amer de septembre 1980, car il n'est pas possible de continuer à vivre dans ce pays dans la situation actuelle sans séparer les deux nations, à savoir les Arabes en Jordanie et les Juifs dans les régions à l'ouest du fleuve. Oui, parce que là, donc, c'est écrit fin des années 80, fin des années 70, début des années 80, et le plan Oded Ginon et les hauts dignitaires israéliens, en fait, se plaignent, parce on leur a quand même forcé d'une certaine façon la main pour qu'ils transigent vis-à-vis des Palestiniens en leur accordant une certaine autonomie, une certaine indépendance au niveau de la Cisjordanie et au niveau de la bande de Gaza, même si la bande de Gaza n'est pas reconnue comme un État et que la Cisjordanie n'est pas non plus reconnue comme un État. Mais déjà, rien que le fait d'avoir tergiversé là-dessus,
ça pose problème en fait à ces sionistes. Voilà. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est détricoter ça petit à petit. Hein, parce que les Israéliens s'étaient quand même fait tordre un petit peu le bras par les Américains. La véritable coexistence et la paix régneront sur la terre seulement quand les Arabes comprendront que sans la domination juive entre le Jourdain et la mer, ils n'auront ni existence ni sécurité, une nation qui leur est propre et la sécurité leur sera uniquement possible en Jordanie. Voilà. Donc tout le monde dégage en Jordanie. Et ça n'empêchera pas qu'on fera des États croupions tout autour, qu'on morcellera la Jordanie, qu'on morcellera un peu plus le Liban, un peu plus la Syrie, avec des factions. Et que de facto, en fait, dans toute la région du Proche-Orient, on mettra le Grand Israël. Et, euh, et en fait, on va organiser, si vous voulez, des réserves, un peu comme les réserves d'Indiens d'Amérique, avec des Indiens d'Amérique qui sont impuissants, incompétents, à qui on pourra tout voler et faire toutes les misères possibles. Voilà quel est le plan sioniste pour le Moyen-Orient. Je passe au point 27. Au sein d'Israël, la distinction entre les régions de 1967, c'est-à-dire suite à la guerre des 6 jours où Israël a annexé des tas de territoires et où ensuite il a dû rétrocéder un certain nombre de territoires. Donc au sein d'Israël, la distinction entre les régions de 1967 et les territoires au-delà de celle-ci, ceux de 1948, n'a jamais eu aucune signification pour les Arabes et aujourd'hui n'a plus de sens pour nous. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à coloniser. Les Israéliens voudraient bien coloniser des territoires, mais ils n'ont pas une démographie suffisante. C'est-à-dire que pour le moment, pour coloniser, ils sont obligés tout simplement de dégager les Arabes ailleurs. Par exemple, en Jordanie, parce que les colonies, ce n'est pas suffisant pour, tout simplement pour conserver le territoire. Le problème doit être considéré dans son ensemble sans tenir compte des divisions telles que celle de 1967. Parce qu'il faut savoir que les Israéliens sont divisés sur toutes ces questions, il n'y a pas de front uni là-dessus, même si le pouvoir globalement est aux mains des sionistes. C'est très compliqué de manier l'opinion publique israélienne. Il devrait être clair, en vertu de toute situation politique ou conjoncture militaire future, que la solution du problème des Arabes autochtones ne viendra que lorsqu'ils reconnaîtront le droit à Israël d'exister dans des frontières sûres jusqu'au Jourdain et au-delà, un besoin vital en cette époque difficile. Alors c'est à l'époque, donc début des années 80, l'ère nucléaire dans laquelle nous entrerons bientôt. Il n'est plus possible de vivre avec les 3/4 de la population juive massée sur le littoral, particulièrement vulnérable à l'âge nucléaire. Voilà. Point 28. La dispersion de la population est donc un objectif stratégique national du plus haut degré. Autrement, nous cesserons d'exister à l'intérieur de toutes les frontières. La Judée et la Samarie et la Galilée sont notre seule garantie pour notre existence nationale, et si nous ne devenons pas majoritaires dans les zones montagneuses, donc les plateaux, nous ne régnerons pas sur le pays, et nous serons comme les croisés qui ont perdu ce pays qui n'était pas le leur de toute façon, et dans lequel, pour commencer, ils étaient étrangers. Donc les Juifs et les Israéliens ont bien conscience, en fait, d'être minoritaires et d'être en fait étrangers sur ce territoire. Parce que ce sont des juifs importés, des juifs occidentaux qui n'ont plus grand chose en fait à voir avec les juifs palestiniens d'origine, on va dire. C'est un néo-judaïsme, un néo-État d'Israël. Nous ne régnerons pas sur le pays, d'accord, si nous nous comportons comme des étrangers. Donc ils doivent s'approprier pleinement la terre et déposséder les autres. Il faut rééquilibrer le pays démographiquement, stratégiquement et économiquement, c'est l'objectif le plus élevé et le plus central aujourd'hui. Il faut annexer le bassin versant montagneux à partir de Beersheba jusqu'à la Haute-Galilée, ce qui est le but national engendré par la considération stratégique majeure qui consiste à peupler la partie montagneuse du pays qui est aujourd'hui vide de juifs. Voilà, et que la colonisation avec les colonies israéliennes, en fait, ça ne suffit pas, ça ne peut pas suffire, et qu'à un moment, en fait, il faut tout simplement annexer militairement et dégager les populations autochtones, arabes musulmanes, voire arabes non musulmanes, et dégager tout le monde en Jordanie ou au Liban. Point 29. Réaliser nos objectifs sur le front oriental dépend tout d'abord de la réalisation de cet objectif stratégique interne.
La transformation de la structure politique et économique afin de permettre la réalisation de ces objectifs stratégiques est la clé de la réalisation de ce complet changement. Nous devons passer d'une économie centralisée dans laquelle le gouvernement est largement impliqué à un marché ouvert et libre, mais aussi passer de la dépendance vis-à-vis des contribuables américains à l'élaboration par nos propres moyens d'une véritable infrastructure économique productive. Si nous ne sommes pas capables de faire ce changement librement et volontairement, nous y serons contraints par les évolutions du monde, surtout dans les domaines de l'économie, de l'énergie et de la politique, et par notre propre isolement grandissant. Oui, Israël est un petit État, entouré de voisins qui ne l'apprécient pas forcément, mais qui sont quand même profondément divisés. Et Israël doit être à même d'être autonome vis-à-vis notamment de son soutien américain, donc de son golem. Et Israël a tout intérêt à arrêter d'être subventionné et doit pouvoir se débrouiller économiquement. À savoir qu'Israël a également des problèmes avec ses voisins au niveau, si vous voulez, de la politique de l'eau. Il y a une guerre de l'eau, notamment avec l'eau qui pompe dans le Jourdain. Ça pose des problèmes avec si vous voulez, les pays en aval du Jourdain qui ont des problèmes avec l'eau. Ils ont des problèmes également avec la côte, avec le pétrole et le gaz qu'ils voudraient exploiter notamment sur la côte libanaise. Ils voudraient reprendre tout simplement le Sinaï aux Égyptiens et le canal en direction de la mer Rouge, hein, le canal de Suez. Et que quand les gens appellent au boycott d'Israël, bah Israël se sent profondément mal parce que l'armée c'est une chose, mais l'économie c'est encore plus important. Voilà. D'où cette hystérie médiatique quand on parle du boycott d'Israël, en expliquant qu'il faut bien évidemment distinguer Israël d'un point de vue économique d'Israël d'un point de vue militaire, ce qui en fait n'est pas tenable parce que c'est une unité, si vous voulez, politique et économique. Et bien qu'il existe des Israéliens sincères et pour une justice sociale et qui ne sont pas pour la ségrégation des Arabes et des musulmans, de fait, l'installation des colonies israéliennes et l'installation même d'un État d'Israël en Palestine est en fait est un vol organisé des populations autochtones. On ne peut pas dire autrement et on ne pourra pas réparer des injustices par d'autres injustices. Et qu'il n'existe pas de solution, à mon sens, que la disparition de l'État d'Israël, ce qui ne sera pas sans l'explosion d'une guerre majeure, perpétuelle, dans la zone et au Moyen-Orient, et je pense à titre personnel que les combats cesseront faute de combattants, et que même si tous les Arabes arrivaient à s'unir contre Israël, ils ne gagneraient jamais cette guerre contre Israël, c'est mon avis personnel. Voilà. Point 30 et point 31, et ensuite la conclusion. Point 30. D'un point de vue militaire et stratégique, l'Occident, dirigé par les États-Unis, est incapable de résister aux pressions de l'URSS à l'échelle mondiale. Je rappelle que le plan Odedinone a été écrit fin des années 70, début des années 80, c'est-à-dire avant la chute de l'URSS. À savoir que l'URSS soutenait les dirigeants arabes au Moyen-Orient. Et quand l'URSS s'est effondrée, les Arabes se sont retrouvés démunis et les États-Unis ont su mettre en pièces le Moyen-Orient. Israël doit donc rester seul dans les années 80 sans aucune assistance étrangère militaire ou économique, ce qui s'est avéré faux parce que les Américains en fait les ont aidés. Mais les Américains ne les ont pas aidés au point de faire en sorte qu'Israël voit sa politique sioniste totalement accomplie. Et donc ils disent c'est dans nos capacités aujourd'hui sans faire de compromis. Voilà, donc les sionistes ne sont pas pleinement satisfaits de l'aide américaine. Les bouleversements rapides dans le monde entraîneront aussi un changement dans la condition de la communauté juive mondiale pour laquelle Israël deviendra non seulement le dernier recours, mais le seul choix de survie possible. On invite donc tout simplement les juifs à faire leur allié en Israël pour combler le fossé démographique. Nous ne pouvons pas présager que les juifs américains et les communautés d'Europe et d'Amérique latine continueront d'exister sous leur forme actuelle à l'avenir. Donc expliquer aux juifs qui sont en danger dans les pays occidentaux et qui sont mieux en Israël, ce qui en fait n'est pas vrai. Point 31. Notre existence dans ce pays lui-même est certaine,
c'est pas certain à mon sens. Et il n'y a aucune force qui pourrait nous extirper d'ici, ça c'est probable, que ce soit par la force ou par la traîtrise, méthode de Sadat, président égyptien, qui était, je crois, soutenu par les Russes, non par les Soviétiques. Malgré les difficultés engendrées par le regrettable politique de paix et le problème des Arabes israéliens et ceux des territoires, nous pouvons efficacement régler ces problèmes dans un avenir prévisible. Oui, les Israéliens en veulent particulièrement, les Juifs sionistes et les Israéliens en veulent particulièrement aux Américains qui pourtant les ont soutenus, parce que les Américains ont ménagé la chèvre et le chou en donnant un certain nombre de gages quand même aux Arabes israéliens et aux Palestiniens. C'est-à-dire que personne n'est satisfait. Si vous voulez, les sionistes ne sont pas satisfaits par les États-Unis et les Palestiniens ne sont pas satisfaits par les États-Unis. Voilà. Donc une politique assez compliquée, un peu difficile à expliquer. Alors en conclusion, la conclusion en fait ne fait pas partie du plan Oded-Inon, c'est une conclusion par Israël Shahak, donc un juif israélien, antisioniste et qui a traduit ce plan Oded-Inon en anglais, laquelle traduction anglaise a été ensuite retraduite en français. Ça c'est la conclusion donc du traducteur Israël Shahak. Je lis sa conclusion qui tient en plusieurs points. 3 points importants doivent être clarifiés afin d'être en mesure de comprendre le potentiel significatif de réalisation de ce plan sioniste pour le Moyen-Orient et aussi pourquoi il a dû être publié. Alors, le contexte militaire du plan Oded-Inon. Les modalités militaires de son plan n'ont pas été mentionnées ci-dessus, mais à de nombreuses occasions où quelque chose de très semblable est expliqué au cours des réunions à huis clos des membres de l'establishment israélien, ce point est clarifié. Il est supposé que les forces militaires israéliennes, dans toutes leurs branches, sont insuffisantes pour le travail d'occupation de territoires aussi vastes que ceux mentionnés ci-dessus. En fait, même en période d'intense agitation palestinienne en Cisjordanie, c'est-à-dire dans les territoires autonomes palestiniens à l'ouest du Jourdain et donc à l'est d'Israël, les forces armées israéliennes sont sollicitées quand même à leur maximum. La réponse à cela est la solution de gouverner au moyen des Haddad Forces, ou des associations villageoises, c'est-à-dire des milices de village, des forces locales aux mains de chefs complètement dissociés de la population, n'ayant même aucune structure féodale ou partisane, comme les phalangistes au Liban par exemple. Et là, quand on parle des Haddad Forces, ça a un rapport avec le major Saad Haddad, ancien officier de l'armée libanaise, qui pendant des années a dirigé sa propre milice dans le sud du Liban avec le soutien israélien. Et donc ce major Haddad gouvernait, on va dire, des sous-populations, je crois, druzes. Le major Haddad, qui lui doit être un chrétien maronite. Voilà. Qui donc œuvrait au Liban avec le soutien israélien, à savoir qu'au Liban, vous avez 5 grands territoires divisés avec des milices. Globalement, c'est ça. Voilà. C'est ce qu'on appelle les Haddad Forces au sud Liban. Donc c'est un plan de sous-État croupion, avec des petites milices, qu'Israël pourra tout simplement circonvenir en temps voulu, parce que l'armée israélienne, même si c'est une petite armée, c'est une armée quand même très puissante, et dotée d'un bel armement. En outre, la supériorité militaire israélienne dans une telle situation sera beaucoup plus grande qu'elle ne l'est encore aujourd'hui, de sorte que tout mouvement de révolte sera puni soit par humiliation massive, comme en Cisjordanie, donc une autorité pseudo-autonome palestinienne, et dans la bande de Gaza également, soit par le bombardement et l'anéantissement de villes comme au Liban en juin 1982, ou par les deux. Afin d'assurer cela, le plan, comme expliqué oralement, appelle à la mise en place de garnisons israéliennes dans des endroits stratégiques entre les mini-États équipés des forces mobiles destructrices nécessaires. En fait, nous avons vu quelque chose comme cela dans le Haddadland, et nous verrons presque certainement bientôt le premier exemple de ce système fonctionner, soit dans le sud du Liban, soit dans tout le Liban. C'est pour ça que vous avez des guerres au Liban, encore récemment aujourd'hui, parce que vous avez le Hezbollah iranien qui bat en brèche l'armée israélienne. Voilà, et ça pose un très très gros problème, c'est pour ça qu'Israël veut la guerre avec ses voisins actuellement et avec la Syrie.
Il est évident que les hypothèses militaires susmentionnées, ainsi que tout le plan, dépendent aussi du fait que les Arabes continuent à être encore plus divisés qu'ils ne le sont actuellement, et de l'absence d'un mouvement de masse véritablement progressiste parmi eux. Il se peut que ces deux conditions ne soient écartées que lorsque le plan sera bien avancé avec des conséquences qui ne peuvent pas être prévues. Alors, bon, aujourd'hui en 2017, si vous voulez, je peux rajouter ça, c'est que le Moyen-Orient est profondément divisé, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que les Turcs n'aiment pas les Syriens. Les Syriens qui ont des problèmes avec notamment un certain nombre d'Irakiens, avec les Jordaniens, avec une partie du Liban, avec l'Arabie Saoudite, le Qatar et tout ça. Mais quand vous regardez bien, même si les gens sont plus ou moins achetés par les Israéliens, financés et tout ça, vous vous rendez compte que tous ces Arabes qui sont désunis et qui se détestent les uns les autres, au final, ils savent tous que leur problème majeur, c'est Israël. D'ici là qu'ils s'allient pour combattre Israël, c'est tout à fait possible, mais ça n'est pas dit qu'une telle alliance triomphe d'Israël. Ça, c'est mon commentaire personnel. Mais que ce soit les Turcs avec la Turquie d'Erdogan et la Syrie de Bachar, tout le monde a bel et bien compris que le problème c'était Israël et la politique sioniste au Moyen-Orient, et que avec l'affaiblissement actuel des États-Unis, parce qu'il y a bel et bien un affaiblissement actuel des États-Unis, on va vers une confrontation majeure. Et l'intervention de la Russie au Moyen-Orient avec Poutine glace le sang, on va dire, des sionistes. Et c'est pour ça qu'en fait, ils expliquent que Poutine, c'est Gog et Magog, hein, la guerre de Gog et Magog, et que les Israéliens s'attendent à la bataille finale de l'Armageddon. Et ça leur fait actuellement très très peur. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Et c'est pour ça que vous avez eu bombardement de la base syrienne de Shayrat. Hein. C'était suite à des incursions israéliennes avec des avions et des missiles israéliens qui s'étaient fait abattre par la défense syrienne. Et que tout ça commence à sentir très très mauvais. Voilà. Donc ça, c'est une petite actualisation personnelle. Si vous avez des informations, mettez-les en commentaire. Alors, point numéro 4 de la conclusion. Pourquoi la nécessité de publier ceci en Israël? Donc, pourquoi Israël Shahak, en fait, fait fuiter l'information du plan Oded-Inon? La raison de cette publication est la double nature de la société israélo-juive, une très grande part de liberté de démocratie, spécialement pour les juifs, associée à l'expansionnisme et à la discrimination raciale. Dans une telle situation, l'élite israélo-juive, pour que les masses suivent la télévision et les discours de M. Begin, doit être persuadée. Les premières étapes dans le processus de persuasion sont orales, comme indiqué ci-dessus, mais un temps vient dans lequel il devient inadapté. Les documents écrits doivent être produits pour le bénéfice des plus stupides, ceux qui persuadent et qui expliquent. Par exemple, les officiers de grade moyen qui sont en général remarquablement stupides. Puis ils l'apprennent, plus ou moins, et le prêchent aux autres. Il faut remarquer qu'Israël, et même le Yishuv, des années 1920, a toujours fonctionné ainsi. Je me rappelle bien comment, avant d'être dans l'opposition, la nécessité de la guerre m'a été expliquée à moi et à d'autres un an avant la guerre de 1956, et la nécessité de conquérir le reste de la Palestine occidentale lorsque nous en aurons l'occasion, ce qui a été expliqué dans les années 65-67. Point numéro 5 de la conclusion. Pourquoi suppose-t-on qu'il n'y a pas de risque particulier de l'extérieur dans la publication de tels plans? Pourquoi est-ce qu'en fait publier les plans est important? Tant que l'opposition de principe à l'intérieur d'Israël est très faible, une situation qui peut changer en fonction de la guerre au Liban, ces risques peuvent provenir de deux sources: le monde arabe, y compris les Palestiniens et les États-Unis. Le monde arabe s'est montré jusqu'ici tout à fait incapable d'une analyse détaillée et rationnelle de la société israélo-juive, et les Palestiniens n'ont en moyenne pas fait mieux que les autres. Dans une telle situation, même ceux qui tirent le signal d'alarme au sujet des dangers de l'expansionnisme israélien, qui sont assez réels, ne le font pas en se basant sur des connaissances factuelles et détaillées, mais sur la base de la croyance dans le mythe. Un bon exemple est la croyance très persistante dans l'écriture qu'il n'existe pas du verset biblique sur le Nil et l'Euphrate sur le mur de la Knesset. Voilà. C'est-à-dire que les sionistes vous expliquent que le territoire d'Israël, ça va du Nil à l'Euphrate et que ce serait tiré de la Bible. Or, ça n'existerait pas et ce serait une fausse citation de la Bible. Et cette citation qui est sur le mur de la Knesset, donc du Parlement israélien, est une fausse citation. C'est ce que dit Israël Shahak, cette citation est fausse.
Un autre exemple sont les déclarations persistantes et complètement fausses faites par quelques-uns des plus importants dirigeants arabes, que les deux bandes bleues du drapeau israélien symbolisent le Nil et l'Euphrate, alors qu'en fait elles sont tirées des rayures du châle de prière juif qu'on appelle le talit. Les spécialistes israéliens supposent que dans l'ensemble, les Arabes ne prêteront pas attention à leurs discussions sérieuses sur l'avenir et la guerre du Liban leur a donné raison. Alors pourquoi ne pas continuer avec leur ancienne méthode pour persuader d'autres Israéliens? Point 6. Aux États-Unis, une situation très semblable existe, du moins jusqu'à présent. Les commentateurs plus ou moins sérieux prennent leurs informations au sujet d'Israël et beaucoup de leurs opinions à ce propos à partir de deux sources. La première de deux sources provient d'articles parus dans la presse américaine libérale, écrits presque totalement par des juifs admirateurs d'Israël, qui, même s'ils critiquent certains aspects de l'État israélien, pratiquent loyalement ce que Staline appelait la critique constructive. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez tout simplement deux types d'Israéliens, ceux qui sont pour Israël, et ceux qui sont également pour Israël, avec une espèce de dialectique entre des juifs expansionnistes et des non-expansionnistes qui en fait valident, les juifs non-expansionnistes et les Israéliens non-expansionnistes valident l'existence d'Israël, ce qui déjà est un vol si vous voulez. Et selon Israël Shach, il n'y a pas vraiment de solution, il n'y en aura jamais. Et même si vous maniez la dialectique, ça ne peut pas vraiment marcher, selon lui. Alors je continue de le lire. Donc la deuxième source, dans le cas d'un tel culte critique, on doit présumer qu'Israël a toujours de bonnes intentions, mais seulement commet des erreurs. Voilà, ça c'est la première source. Et donc un tel plan ne serait pas sujet à discussion, exactement comme les génocides bibliques commis par les Juifs ne sont pas mentionnés. C'est-à-dire que, bon, c'est la politique de l'autruche. Vous avez des soi-disant bons Israéliens qui font la politique de l'autruche en ne voyant pas les crimes, et vous avez des mauvais Israéliens qui, eux, sont expansionnistes et, on va dire, génocidaires. Bon, et selon Israël Shach, ni l'un ni l'autre ne sont bons. L'autre source d'information, le Jérusalem Post, a une approche similaire. Par conséquent, tant que perdurera la situation dans laquelle Israël est réellement une société fermée au reste du monde, car le monde veut fermer les yeux, la publication et même le début de la réalisation d'un tel plan est réaliste et faisable. Voilà. Et je crois qu'en fait, Israël Shach lui-même croit à cette possibilité d'une coexistence entre Arabes et Israéliens au sein d'un État israélien. Bon, moi je ne le pense pas. Et Israël Shach est un homme de gauche et pense qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde en Israël et moi je ne le pense pas, vous voyez. Je ne suis ni sioniste ni pro-arabe, mais je pense que ça ne peut pas marcher, tout simplement. Je pense que même Israël Shach se trompe. Même s'il parfois effectivement qu'il y a une espèce de dialectique entre des pro-sionistes et des juifs plus acquis à la cause arabe israélienne. Alors en fait, ceux d'entre eux qui prétendent aussi être anti-staliniens sont en réalité plus staliniens que Staline, Israël étant leur dieu qui n'a pas encore échoué. Voilà, donc c'est pas très clair, je trouve que même Israël Shach est pas clair, mais qu'Israël Shach en fait est révolté par la politique sioniste, mais que moi je pense qu'il existe deux politiques sionistes, une politique dite intégrative et d'intégration et une politique qui n'est non intégrative, voilà. Mais que dans tous les cas, selon moi, ça ne marchera pas, et que même quelqu'un comme Israël Shach, en fait, bon, lui-même met la tête dans le sable. Ça, c'est mon avis. Mais que le mérite d'Israël Shach, c'est d'avoir traduit le plan Oded Zinon. Voilà. Je ne cautionne pas Israël Shach, mais je pense que c'était intéressant. Alors, à propos du traducteur et ensuite les notes. Je ne lirai pas les notes qui sont pourtant intéressantes, mais un bref aperçu d'Israël Shach. Israël Shach est professeur de chimie organique à l'université hébraïque de Jérusalem et président de la Ligue israélienne pour les droits humains et civils. Il a publié de Shach Papers, des collections d'articles clés de la presse hébraïque et est l'auteur de nombreux articles et livres, parmi lesquels le non-juif dans l'État juif. Son dernier livre est Le rôle global d'Israël, les armes pour la répression, publié par le AAUG, donc AAUG qui est un comité d'Arabes israéliens, donc publié en 1982, Israël Shach, qui est mort en 2001 et qui était né en 1933.
Je vous remercie pour votre écoute. Je mettrai juste après des images de la colonisation israélienne, de l'annexion de territoire par Israël dans sa politique. Voilà, bien à vous, bonne journée.